Vous avez évalué le fonds de commerce que vous souhaitez racheter. Si la valeur que vous avez estimée pour le fonds de commerce est en cohérence avec l'enveloppe budgétaire que vous vous êtes fixée pour votre projet de reprise, vous pouvez passer maintenant à une phase beaucoup plus active, celle de la négociation avec le cédant. Alors c'est vrai que le plus important avant de commencer à négocier, c'est de bien savoir ce que vous allez négocier, donc de déterminer les éléments de la négociation. Donc quels sont les objectifs de cette détermination des éléments de négociation ? Il n'existe pas que le prix à négocier. On croit toujours que la négociation, c'est le prix. On s'aperçoit que dans des négociations de fonds de commerce et a fortiori d'entreprises, il y a beaucoup d'autres éléments à négocier. Donc il faut bien les connaître pour les négocier sérieusement avec le cédant. Et ces éléments, on va les retrouver dans le compromis de cession dont nous parlerons ultérieurement et ensuite dans l'acte final. Donc l'inventaire doit être exhaustif et dès maintenant. Alors justement, on va passer maintenant à l'inventaire des éléments à négocier avec le cédant. Alors il est relativement important, effectivement, et c'est aussi un moyen, au cours de la négociation de tous ces points, d'arriver à un accord final. Alors quels sont ces éléments ? Eh bien, tout d'abord, le périmètre de la reprise. Est-ce qu'il y a seulement la reprise du fonds et ou de l'immobilier ? La ventilation du prix. Parce que cela a une influence pour le cédant au niveau du calcul de ses plus-values, suivant la ventilation entre les éléments corporels et incorporels, et également une influence pour vous, repreneurs, puisque vous ne pourrez amortir exclusivement les éléments corporels. Donc il y a un impact fiscal et donc de trésorerie. Les modalités de paiement également. Le cédant est-il prêt à vous accorder un crédit vendeur? Donc il faut négocier ce crédit vendeur et les garanties que vous allez fournir au cédant. Les clauses de garantie de chiffre d'affaires ou de clientèle. Garantie de chiffre d'affaires, le cédant vous accordera une diminution de prix si le chiffre d'affaires venait à diminuer. La garantie de clientèle, le cédant vous accordera une réduction de prix si certains clients viennent à quitter le fonds, ne plus être clients. Donc vous voyez que le terme a toute son importance. L'inventaire du matériel, donc on en a parlé tout à l'heure, bien se mettre d'accord sur les procédures et sur la valorisation du matériel et des stocks. Très important également, les clauses de non-rétablissement. Donc prendre garde à leur rédaction, dans la délimitation du territoire, dans la délimitation dans le temps. Et puis formuler la clause de telle façon que même les rétablissements de manière indirecte puissent être évités. Des points également importants concernent la reprise de certains engagements, comme les cautions qu'avait accordé le cédant, ou les contrats, certains contrats qu'il a pu souscrire avec des tiers, contrats d'assurance, on en parlait tout à l'heure, les crédits baux ou autres. Point aussi parfois d'accrochage, la négociation des démissions de certains membres de la famille. Donc on en a parlé tout à l'heure, la démission des membres de la famille n'est pas non plus une condition n'est pas obligatoire. Parfois, on se trouve dans des situations où le cédant veut, par exemple, laisser des membres de sa famille dans l'entreprise. Et cet état de fait peut être intéressant également pour le repreneur. Négocier également et les formaliser de manière très précise, parce que des litiges peuvent survenir avec des conséquences financières importantes au niveau des clauses résolutoires et des clauses suspensives. Donc là, il faut vraiment adopter une rédaction très précise pour éviter tout contentieux et tout malentendu. Et puis, dernier point, négocier les conditions de reprise du personnel. Même si, de par l'article L122, je veux dire, les personnels doivent être repris avec les conditions contractuelles dans lesquelles ils travaillaient, bon, on peut malgré tout négocier certaines choses, certains aménagements avec le cédant. Et on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait absolument pas accepter ou indiquer dans l'acte de cession des engagements du cédant pour licencier des personnes. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de défalquer du prix ou mettre à sa charge
les conséquences de la reprise de certaines personnes. Donc ça, c'est tout à fait possible et légal. Et dans la négociation, ça passe quand même beaucoup mieux. Monsieur Deberey, un premier conseil pratique? Aborder les questions vitales dès le premier rendez-vous avec le cédant. Étant donné que la liste que vient de faire Pascal Roy comporte que des questions vitales. Donc, c'est-à-dire que tous les points pratiquement doivent être abordés dès le premier rendez-vous avec le cédant. Cela ne sert à rien de négocier le prix si vous ne parlez pas de la clause de non-réinstallation. Si vous avez un très bon prix de vente, mais que le cédant s'installe à 3 pas à côté, ce sera très très cher. Pascal Roy, un deuxième conseil pratique? Je vais reprendre ce que dit M. Deberey. Effectivement, tous les points sont extrêmement importants, donc il ne faut absolument pas en rater. Donc lister un inventaire exhaustif des points à examiner et négocier avec le cédant de manière assez poussée, parce qu'il ne sert à rien d'avancer pour arriver à un point, pour s'apercevoir qu'il y a un point d'achoppement sur une clause très importante. Vous venez de le voir, la liste des points à négocier avec le cédant est longue. Vous devez la traiter avec le plus grand sérieux pour ensuite passer à leur négociation. Vous avez établi la liste des points que vous devez négocier avec le cédant. Vous allez donc passer maintenant à une phase plus active, celle de la négociation en elle-même. Donc, quels sont les objectifs d'une négociation ? L'objectif, il est très clair, c'est d'arriver au terme de la négociation à une signature d'un compromis, donc pour acquérir ce fonds de commerce à des conditions correctes pour vous, mais également des conditions satisfaisantes pour le vendeur. Parce que sinon, de toute façon, vous aurez peut-être plus de mal à obtenir sa signature. Et cela facilitera la transmission du fonds de commerce. Sinon, si vous arrivez très vite à détérioration des rapports avec le cédant, la transmission sera problématique et vous y perdrez au final. Alors, comment doit-on négocier? Dès la première rencontre, on l'a un petit peu vu, seul, on négocie tous les éléments qu'on vient de décrire d'un seul coup? Alors, lorsqu'on parle de négociation, ce n'est pas une négociation. Pascal Roy nous a dit précédemment qu'il y avait 10 points à négocier. Donc, c'est 10 négociations, point par point, plus une pour l'accord final. Donc, il y a au moins 11 négociations. Pour chacune des négociations, il faut appliquer la méthode que nous recommandons chez Force, qui est la méthode pour bien mener des entretiens de vente, qui est la méthode PERAC. Donc, qui est préparer l'entretien, écouter le cédant, reformuler pour être certain qu'on l'a bien compris, ensuite argumenter et enfin conclure. Alors, préparer, on ne va pas reprendre chacun des 10 points un par un, mais préparer, par exemple pour le prix, ça va être faire une évaluation au préalable pour savoir quelle est notre fourchette de négociation. Préparer, ça veut dire aussi que, par exemple, on sera très très ferme sur une clause de non-réinstallation. C'est quelque chose qui est un point de rupture. Deuxième point, reformuler. On s'aperçoit souvent que dans les discussions qu'on n'a pas compris ce que nous disait que la personne en face. Donc il est important de bien savoir ce dont on parle sur par exemple la reprise des stocks, qui est quelque chose, souvent un point de conflit, la reprise des stocks. Il va falloir se mettre d'accord de manière très très précise sur la méthode d'inventaire. Donc nous referons bien l'inventaire tel jour, il sera contradictoire, tous les stocks qui ont plus de 6 mois ne seront pas comptés, ou ils seront comptés mais valorisés à une valeur zéro, ce sera valorisé au prix d'achat sans prendre les coûts de transport, par exemple. Donc là, comme ça, on est clair. Donc on reformule. Ensuite, argumenter. Le prix que vous m'annoncez me semble très très fort. Ça permet, ce prix fait qu'on doit payer
15 fois les bénéfices que vous réalisez. Donc ce n'est pas possible, je ne peux pas m'engager sur 15 ans. Et si on regarde les ventes qui se sont faites dans la ville ou dans le quartier, c'était une valorisation à 10 fois. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve un accord là-dessus. Et enfin, conclure, c'est point par point, se mettre d'accord, obtenir des accords partiels avant d'arriver à un accord final qui n'est possible que si les accords partiels ont été acquis sur chacun des points précédemment. Pascal Roy, un premier conseil pratique? Oui, alors on voit bien, il s'agit d'une négociation, mais aussi une négociation, c'est un acte de vente. Quelque part, vous devez vous vendre comme repreneur du fonds de commerce, qui est souvent le bébé du chef d'entreprise. Donc, en contrepartie de chaque effort que vous allez demander au cédant, eh ben, vous-même, pour faciliter l'accord partiel, faites des efforts personnels. Monsieur Debray, un deuxième conseil pratique? Déterminez bien les rôles de chacun dans la négociation. La négociation peut être à deux, le repreneur et le cédant, à trois, le repreneur, le cédant et l'intermédiaire, à quatre, le repreneur et son conseil, l'intermédiaire et le cédant, ou à cinq, les repreneurs cédants, plus les conseils, plus l'intermédiaire. Donc, si vous venez avec votre conseil, ce que nous vous recommandons, déterminez bien les rôles aussi avec votre conseil. Il peut jouer le méchant et vous le bon. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses à négocier dans la reprise d'un fonds de commerce. C'est une phase qui est longue, qui est stressante, tant pour le vendeur qui vous abandonne une partie de son passé, que pour vous, repreneur, qui achetez une partie de votre futur. Alors, je vais me permettre de vous donner un troisième conseil pratique, c'est de vous fixer des délais raisonnables pour aboutir à la négociation. Puisque si vous n'aboutissez pas dans ces délais, il y a de très fortes chances pour que l'opération n'aboutisse jamais. Vous avez négocié avec le cédant et vous êtes tombé d'accord avec lui sur un certain nombre de points. Vous devez donc maintenant figer ces accords en signant un compromis et en quelque sorte bloquer l'opération le temps le plus souvent d'obtenir vos financements. Donc quels sont les objectifs de ce compromis? Alors comme vous l'avez dit, l'objectif c'est de bloquer l'opération, qu'en définitive ce fonds que vous avez négocié, étudié et négocié pendant un certain temps ne soit pas vendu à quelqu'un d'autre. Donc vous allez vous engager à l'acheter et le vendeur va vous s'engager à vous le vendre. Donc c'est une promesse ou un compromis réciproque, synalagmatique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les éléments qu'on doit retrouver dans ce compromis, qui en règle générale se retrouveront dans l'acte de vente définitif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce compromis sera montré à des tiers, et notamment aux banquiers, pour obtenir les financements. Donc il est absolument nécessaire qu'il soit complet et bien fait pour que vous puissiez faire toutes vos démarches pour obtenir ces financements. Alors nous allons rentrer maintenant dans le détail de ce que contient ce compromis de vente et d'achat. Alors effectivement, il faut rédiger absolument un compromis de vente, parce que le temps où il suffisait de taper dans la main pour conclure une vente est terminé. Alors les éléments à intégrer dans le compromis bien comprennent les 10 points de négociation que nous avons évoqués tout à l'heure. Je peux les rappeler brièvement. Alors tout d'abord le périmètre de la reprise, la ventilation du prix, qui, je le rappelais, a des impacts fiscaux importants, les modalités de paiement et éventuellement la définition du crédit vendeur, les clauses de garantie de chiffre d'affaires ou de clientèle, l'inventaire du matériel et des stocks et la procédure, les clauses de non-rétablissement, l'existence ou la reprise de contrats ou cautionnements divers, le traitement des membres de la famille, vont-ils donner leur démission, sont-ils repris, et puis les conditions de reprise des autres personnels, même si on a vu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Et je vais peut-être développer un peu les conditions suspensives et résolutoires, c'est quand même très important aussi. Alors les conditions suspensives, quelles sont-elles? Eh bien par exemple,
en général, dans tous les cas, conditions suspensives relatives à l'obtention du financement, parfois la conclusion d'un nouveau bail par le propriétaire, ou aussi l'obtention d'une autorisation d'exercer, par exemple pour les pharmaciens qui sont soumis à une réglementation propre. Les conditions résolutoires, eh bien, il faut prévoir que si le fonds venait à disparaître, la cession ne peut avoir lieu, par exemple à la suite d'un incendie, ou si l'acquéreur venait à décéder ou à être invalide, eh bien, que ses ayants droit ne soient pas engagés par l'acte qu'il vient de signer. Ce qu'il faut prévoir également au niveau du compromis, eh bien, c'est recenser et commencer à regrouper les documents qui seront nécessaires lors de la signature de l'acte définitif, comme par exemple le nom du précédent vendeur ou du propriétaire du fonds, en récupérant les dates d'acquisition, les prix d'acquisition, la ventilation entre corporel et incorporel, l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d'affaires réalisé au cours des périodes précédentes. J'ai déjà rencontré à plusieurs reprises des contentieux provenant de chiffres antérieurs erronés, avec des réductions de prix importantes obtenues après la signature de l'acte. Donc grande vigilance pour ces éléments. Donc les chiffres d'affaires antérieurs, également les bénéfices, et puis surtout tous les éléments qui caractérisent le bail, sa durée, son étendue au niveau de l'activité, et puis toutes les formalités qui doivent accompagner la cession de ce droit au bail. Monsieur Deberey, un premier conseil pratique? Faites rédiger le compromis par un avocat. Le compromis, pour bien faire, doit être repris purement et simplement pour réaliser l'acte définitif. La seule différence, c'est que les conditions suspensives et les conditions résolutoires ne seront plus dans l'acte de vente définitif, puisque on a réalisé ces conditions. Donc, le compromis doit être rédigé de manière très très claire, pour qu'il n'y ait pas de problème entre la rédaction du compromis et la rédaction de l'acte définitif. Pascal Roy, un deuxième conseil pratique? Ce qu'on pourra ajouter au contenu du compromis, en fait, c'est de le signer avec la bonne personne. S'assurer que madame, par exemple, ne doive pas signer également ce compromis, si elle est propriétaire du fonds, notamment, avec son mari. Vous venez de le voir, c'est vrai que la signature de ce compromis est une phase très importante puisqu'en fait, elle fiche vraiment vos accords avec le cédant. C'est un document juridique, chaque mot compte, donc soyez très vigilants dans la rédaction et effectivement, faites-vous aider.